Mesdames, Messieurs, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les réactions affluent après la décision de Maître Wade de ne pas honorer l'invitation de Macky Sall à la Perle. On soutient que l'ancien chef de l'État fait dans l'amalgame. Pour le coordonnateur du PDS, Wade ne peut pas avoir le cœur à la fête après l'incarcération de son fils et ses frères de parti. Une marche dans les rues de Dakar pour éradiquer le phénomène de la mendicité. C'est une initiative d'un collectif de citoyens sénégalais et d'associations de défense des droits de l'enfant. Vers un audit de l'administration centrale et les collectivités locales. D'objectif, faire la lumière sur l'utilisation de l'électricité dans le public. L'État du Sénégal veut réduire ses factures de courant. Et puis le dossier santé porte sur l'avortement clandestin, une des premières causes de mortalité maternelle en Afrique selon l'OMS. Voilà le sommaire de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diaw. L'ouverture du sommet de la francophonie, c'est dans moins de 10 jours. Le refus d'Abdoulaye Wade d'honorer l'invitation de son successeur fait parler dans l'espace public. Tout à fait, cher Tidiane. Mbaye Sidi Mbaye, journaliste formateur, pense que le refus de Wade est compréhensible. C'est plutôt le contraire qui aurait surpris à cause du contexte politique actuel. Adi Atala, Ibrahima Cissé. Le refus d'Abdoulaye Wade, ancien président de la République, d'honorer de sa présence à la cérémonie officielle de la francophonie n'a rien de surprenant. La décision est humainement justifiable et politiquement explicable. Le père blessé, chef de parti en même temps, son fils en prison, ses partisans en prison, face au devoir de l'ancien chef d'État. Voilà deux devoirs qui s'opposent. Mais nous sommes des humains. Je pense que personne ne peut douter que c'est l'autre aspect qui va l'emporter, puisqu'il est à la fois objectif et subjectif. Le rejet de l'invitation du président Macky Sall par son prédécesseur, jugé élégant par certains et inélégant par d'autres, Mbaye Sidi Mbaye, lui, recommande sa contextualisation. La politique aujourd'hui oppose Abdoulaye Wade et Macky Sall. Macky Sall a remporté la présidentielle. 2, Macky Sall a mis en prison le fils de Abdoulaye Wade et les partisans de Abdoulaye Wade. Et comment voulez-vous qu'on mette l'élégance en avant dans cette dualité? Ce n'est pas possible. Maître Abdoulaye Wade qui choisit de divulguer le contenu de sa réponse à travers une conférence de presse. Selon Mbaye Sidi Mbaye, le choix est judicieux. Il en fait évidemment une affaire politique. Et c'est pour cela qu'il a voulu politiquement donner sa réponse qui ne peut pas être privée mais publique. Le sommet de la francophonie qui devrait voir la participation d'une cinquantaine de chefs d'État, dont 3 présidents sénégalais, notamment Abdou Diouf, Macky Sall et Abdoulaye Wade. Sauf changement de dernière minute, le prédécesseur de l'actuel président va briller par son absence. Adi Atala, le refus de Maître Abdoulaye Wade d'honorer l'invitation de Macky Sall n'agrée pas du tout Omar Youm. Le porte-parole du gouvernement invite l'ancien chef de l'État à faire la distinction entre ses sentiments personnels et son devoir d'ancien chef d'État qui l'oblige à répondre à l'invitation. Il était hier l'invité de Pape Ngagne dans son émission à Faram Faté. À sa sortie, il s'est confié à Lamine Diédhiou. C'est son droit le plus absolu. Je pense que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait son devoir de convier à cette très grande manifestation un ancien chef d'État qui a été président de la République pendant une bonne dizaine d'années. Et donc c'est normal qu'il soit invité parmi les officiels autour du 15e sommet de la francophonie. Ce que je regrette, c'est le motif du refus. On ne peut pas décliner une invitation en faisant allusion à un procès de son fils, parce que j'estime que le président Abdoulaye Wade, quand même, c'est un homme d'État qui doit faire la distinction entre ses sentiments personnels et son devoir d'État. Je pense que son devoir d'État l'obligeait à honorer cette invitation. Ce qu'il faut, c'est regretter. Il aurait pu décliner pour d'autres raisons, pour des raisons de convenance personnelle, pour des raisons de maladie, pour des raisons d'impossibilité à se présenter, etc. Mais faire le lien direct entre le refus et le procès de Karim Wade me paraît être
extrêmement déplorable, à la limite inacceptable. Le secrétariat national exécutif de l'Alliance pour la République dit prendre acte de cette décision de l'ancien président. Les apéristes se désolent tout de même de l'attitude de Maître Abdoulaye Wade qui, selon eux, se préoccupe plus du sort de son fils que des intérêts supérieurs de la nation. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué de presse rendu public. Et le coordonnateur du PDS embouche la même trompette que son leader. Selon Oumar Sarr, Abdoulaye Wade ne peut avoir le cœur à la fête au moment où son fils est en prison. Il estime que la réponse de Wade à son successeur est tout à fait légitime. Oumar Sarr, que je vous propose d'écouter au micro de Codé Ndiaye. Est-ce que le président Abdoulaye Wade peut avoir le cœur à la fête, alors que son fils est en prison et injustement emprisonné, alors que ses frères, ses sœurs de deux partis sont en prison et injustement emprisonnés du fait qu'ils n'ont pas voulu régner le Parti démocratique sénégalais. Le président Abdoulaye Wade ne peut pas avoir, on comprend bien, et ne peut pas avoir donc le cœur à la fête, donc il ne peut pas participer dans ces conditions-là d'injustice, de déni de la justice. Il ne peut pas participer et je pense que les Sénégalais le comprennent. Les mémoires d'Abdou Diouf, toujours au cœur de l'actualité. Presque chaque jour, Sarah, on assiste à un nouveau feuilleton. Tout à fait, cher. Et pour le sociologue Youssoum Bargane, rien d'étonnant si la politique est ainsi faite. Il invite par ailleurs les acteurs cités dans le livre à prendre toutes leurs responsabilités. Salimata Oseka. La polémique continue d'enfler entre l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, et certains de ses anciens collaborateurs, à coup de démenti. Selon le sociologue, c'est l'architecture politique qui est ainsi faite. Il n'y a que la politique au Sénégal est toujours faite d'alliances, de contre-alliances, de ruptures, d'accords, de désaccords, de sorte que entre tous ces membres de la classe politique, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées entre eux, à la fois positives et négatives, qui font qu'aujourd'hui, le livre de Diouf exprime d'une certaine manière à expliciter un ensemble de ces problèmes-là, et ça soulève une polémique relayée très fortement par la presse. Ignorer les valeurs et s'échanger des propos aigres-doux, un fait anodin en politique. Ce sont là les méfaits de la mondialisation, explique le sociologue. On est dans la mondialisation, on est dans les informations disponibles à tout moment. On est dans une sorte de société de liberté individuelle, de liberté d'expression. Donc ça conduit nécessairement, si on ne fait pas attention, à des dérives. Et c'est ce qui fait, et ces dérives plus particulièrement sur le champ de la politique. La controverse s'est installée. C'est à l'auteur des mémoires de prendre ses responsabilités, dit le sociologue. Quand on écrit quelque chose, on le livre au public, il faut prendre les dispositions pour que ces écrits, en tout cas c'est les informations qu'on donne, soient d'abord fiables, mais aussi que déontologiquement, ces informations ne suscitent pas des tensions, des conflits, des querelles inutiles. Les mémoires de Diouf ont créé un séisme politique ces derniers jours. Chacun essaie de laver son honneur, tous les coups sont permis. Et ces mémoires d'Abdou Diouf font réagir les personnes du troisième âge. Certaines d'entre elles se disent déçues du comportement de certains acteurs cités dans ce livre. Un comportement, Sarah, qui se résume entre injures, révélations et menaces. Ces personnes du troisième âge appellent ces politiques à plus de responsabilités. C'est un sujet signé Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Injures, révélations, menaces, quand le sommet de la République fait dans l'échange de propos aigres-doux, ce qui suscite la colère des personnes âgées qui ont du mal à comprendre le comportement de ceux qui devraient donner le bon exemple. C'est regrettable pour le Sénégal, parce que en tant que président de la République, il a fait des années ici au Sénégal. Revenir en arrière sur le passé parce que c'est pas un bon exemple. Maître Doulou, ce qu'il a dit, je ne peux pas dire que c'est vrai ou bien c'est pas vrai, parce que je n'ai pas assisté. Mais en tout cas,
c'est pas du tout gentil, c'est pas du tout bien. Revenir sur une histoire vieille de 30 ans, ce n'est pas cela qui fait avancer un pays. Ces Sénégalais disent découvrir petit à petit le vrai visage de ceux qui nous gouvernaient, la déception, le sentiment le mieux partagé. Ils devraient changer de comportement, être des responsables et raffermir les liens. Il n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon parce que vraiment il fallait que atténuer les choses. Malentendu entre Moustapha Niasse et Duboka, pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Vraiment c'est pas gentil ma fille, c'est pas du tout gentil. Envers les enfants, envers les vieux, c'est pas du tout gentil. Ce sont tous des pères de famille et cette histoire de gifles ne plaira certainement pas à leurs enfants. Y a-t-il eu gifle ou pas entre Moustapha Niasse et Duboka? La réponse importe peu pour ces personnes âgées. Elles appellent à plus de responsabilité et de retenue. Le collectif de défense des droits de l'enfant déterminé à engager le combat pour mettre fin à la mendicité. Les membres et sympathisants ont marché de la place de l'Obélisque à la radio-télévision nationale en cette journée dédiée à l'enfant. Ils demandent à l'État d'appliquer la convention sur l'éradication de ce fléau. Martien et Mbosessi faisaient partie de la procession. Interdire la mendicité des enfants au Sénégal, c'est le combat du collectif des citoyens sénégalais. Une marche de la place de l'Obélisque jusqu'à la RTS a été organisée. Ils demandent à l'État de respecter la loi sur l'interdiction de la mendicité. Il y a beaucoup de personnes qui en ont vraiment marre de voir les enfants dans la rue, dans des états pas possibles. Et on veut interpeller le gouvernement pour qu'il fasse sa mission, qui est de protéger les plus faibles. Parce que ces enfants-là, ils n'ont personne pour les protéger. Ces écoliers mettent la main à la pâte et soutiennent que la place de ces enfants n'est pas dans la rue. Ceux qui se trouvent sur la rue, sans éducation, avec des rayons, vraiment, c'est de la peine dans les voies comme ça. À l'État, c'est la seule chose que je peux le dire, vraiment, c'est ce fait de nous aider à faire la lutte contre la mendicité. Le chanteur Abdou Guité Seck s'est aussi engagé dans cette lutte. Le Sénégal fait partie des pays qui ont signé la Convention pour les droits de l'enfant. Mais aujourd'hui, il y a un véritable problème. Si on regarde le traitement de nos enfants, c'est parce que soit on leur prête une sourde oreille ou parce que cela nous arrange par rapport à la position que l'on a. Alors il est temps de se réveiller et de savoir que le devenir de notre pays dépend du traitement de nos enfants et de leur protection. Quitter les rues le plus vite possible est le combat que mènent ces défenseurs des droits de l'enfant. Aucune excuse ne sera tolérée. Le personnel du centre Talibou Dabo, en mouvement d'humeur au menu de leurs revendications et difficiles conditions de travail. Il reproche à l'État de faire la sourde oreille. Je vous propose d'écouter Idrissa Diallo. Il est secrétaire général du SUTSAS SA du centre Talibou Dabo. Il est au micro d'Ibrahima Kamara et Ibou Cissé. Il est temps qu'un centre tel que Talibou Dabo, qui est le seul bijou ici dans la sous-région, je ne parle même pas du Sénégal, mais je parle pratiquement dans la sous-région, et que ces enfants qui sont là ne sont pas pris en charge médicalement, à l'heure où le gouvernement parle de couverture maladie universelle, et où aujourd'hui on parle de la loi d'orientation sociale, on ne peut pas laisser un centre comme Talibou Dabo en rade. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore appelés. Ce qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on nous avait demandé de suspendre le mot d'ordre de grève jusqu'à la semaine prochaine, parce que le ministre était absent du pays. Mais ça fait maintenant 2 semaines, on ne nous a pas encore appelé. Quand un directeur s'en va en voyage, il revient et trouve que dans son service, il y a eu des problèmes. Le minimum, c'est d'essayer de convoquer le personnel pour s'enquérir de la situation. Grand Yoff change de visage après les déguerpissements notés durant les dernières 48 heures. Avec une voirie totalement désencombrée et une chaussée complètement dégagée, Grand Yoff respire. Le déguerpissement se poursuit toujours dans cette commune toutefois. Ibrahima Kamara et Ibou Cissé. Une rue dégagée à perte de vue, une chaussée plus libre et spacieuse. Grand Yoff change de décor. Le déguerpissement des tabliers est passé par là.
Les commerçants légalement établis s'en réjouissent. C'est normal, il n'y a rien de plus normal. Seulement, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Un peu plus loin, l'église Saint-Paul de la localité qui était étouffée par l'encombrement des marchands tabliers. À présent, on aperçoit la cloche de ce lieu de culte. Les populations approuvent. Nous vivions dans la promiscuité à cause de ces occupations illégales de la voie publique. On faisait le tour des rues pour passer. Vous imaginez? La mentalité sénégalaise et croire qu'il n'y aura pas de suivi. Non, les Sénégalais sont maintenant très intelligents. Ils veulent quelque chose de vrai. Et il y a vu le gouvernement de Macky Sall. Personne ne dit que c'est tip-top 100%, mais 90% c'est tip-top. Maintenant, les gens ont peur de voler, de faire beaucoup de dégâts. Maintenant, c'est autre chose. C'est pas la mentalité sénégalaise doit changer sur ça. D'autres commerçants anticipent sur le déguerpissement. Ils n'attendent pas l'arrivée des bulldozers. Je n'attends pas, j'enlève moi-même tout ce qui serait illégal. Dieu merci, Dieu merci. Le déguerpissement des occupations illégales de la voie publique de Grand Yoff se poursuit. Malgré les multiples cris de détresse des marchands tabliers, la mairie est déterminée à aller jusqu'au bout de sa logique. La direction de la prévision et des études économiques a procédé ce jeudi à l'évaluation de la situation économique et financière du pays. Principale remarque, en cette année 2014-2015, les ressources budgétaires ont connu une hausse de 12,1%. Oui, Sarah, le virus Ebola a un peu freiné la croissance pendant certains moments. Des secteurs tels que l'agriculture, l'électricité doivent être redynamisés. On fait le point avec Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Le Sénégal est vers une nouvelle dynamique de croissance. Selon la BPE, direction de la prévision et des études économiques, notre pays a atteint en 2014 un taux de croissance du PIB de 4,5%. Heureusement, depuis 2 ans, le Sénégal est sur une nouvelle dynamique de croissance véritablement. Cette année-ci, nous tablons sur 4,5% de croissance. Et nous était l'impact de la crise Ebola qui nous aura fait perdre 0,2% de croissance. Nous était l'installation tardive de l'hivernage ainsi que les premières répartitions dans l'espace et dans le temps des pluies. Là aussi, nous avons perdu 0,2%. Au finish, nous perdons 0,4% de croissance et pour une prévision initiale de 4,9%, nous nous retrouvons avec 4,5% de croissance. Ce qui constitue déjà un point de pourcentage par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'enrichir. Et pour 2015, nous tablons sur un taux de croissance de 5,4%. N'est-ce pas? Et sur le moyen terme, même les prévisions les moins optimistes, typiquement c'est celle du WIO, les prévisions économiques mondiales du FMI, ne nous donnent pas moins de 5,36%. Cette croissance, à un moment donné, selon le directeur de la BPE, a connu une baisse à cause de la maladie hémorragique à virus Ebola, avec la fermeture de certaines frontières. C'est un choc. Heureusement que le gouvernement a pris des mesures adéquates. Je pense que tout le monde s'est félicité de la manière avec laquelle le problème a été pris à bras le corps, ce qui nous a valu le certificat de l'Organisation mondiale de la santé. Mais naturellement, nous sommes dans un monde d'échange, nous échangeons avec les autres. Lorsqu'une crise survient dans ces pays, effectivement, ça peut nous affecter. Nous avons perdu effectivement un peu, ne serait-ce qu'avec les exportations vers la Guinée, qui est un partenaire, ne serait-ce qu'avec le reflux qui a été noté avec l'arrivée des touristes. Donc, tant et si bien que nous aurons perdu un peu en termes de croissance. En 2015, le gouvernement a comme perspective, selon la BPE, de relancer beaucoup de secteurs clés pour booster l'économie. Je pense que nous avons parlé de 166 milliards d'investissements publics qui sont prévus pour 2015, des investissements publics dans plusieurs domaines. Ce qu'on veut véritablement, c'est une croissance à plus large base, n'est-ce pas? Élargir le spectre de la croissance. Traditionnellement, la croissance était tirée par les BTP, était tirée par les télécoms, elle était tirée par les services financiers. Maintenant, véritablement, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est une croissance à plus large base. Donc, on a une croissance portée par l'agriculture. C'est pourquoi plusieurs efforts et investissements sont prévus pour l'équipement rural, pour le corridor céréalier avec le riz et pour la relance de la filière arachidière. Des investissements sont prévus pour le microtourisme et l'artisanat d'art. Des investissements sont prévus pour la plateforme industrielle. Des investissements sont prévus effectivement pour l'énergie, je pense en avoir parlé, pour résoudre les problèmes d'écoulement et de transport. Étant donné que la BPI faisait face à la presse ce jeudi pour discuter de la situation économique et financière au Sénégal en 2014 où les ressources budgétaires ont connu une hausse de 12,1%.
Le Sénégal déterminé à réduire ses factures d'électricité estimées entre 22 et 30 milliards de francs CFA. Pour ce faire, Sarah, en audit dans l'administration est annoncé ainsi que les collectivités locales. Une façon de faire la lumière sur l'utilisation de l'électricité dans le public. Après ces audits, des recommandations seront faites. Le lancement officiel du programme a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Mourou Diop. Les chiffres sont énormes. Chaque année, l'État du Sénégal dépense entre 22 et 30 milliards de francs CFA pour le paiement de la facture d'électricité. Une consommation dans l'administration centrale et dans les collectivités locales. Si on fait la situation des dépenses d'électricité du secteur public, quand on parle de secteur public, c'est l'administration centrale, ce sont les collectivités locales, y compris l'éclairage public, mais également les établissements à économie financière. Donc quand on prend l'ensemble de ces secteurs, la dépense tourne autour de 30 milliards. Face à cette utilisation accrue, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie va entreprendre l'audit sur la consommation du courant dans les bâtiments publics. Le but, c'est de faire déjà un état des lieux du fichier de la clientèle administration, qui tourne autour de 7000. De voir, est-ce que réellement ce sont l'administration qui occupe ces bâtiments. Et à partir de là, on va faire des corrections d'anomalies. Une correction d'anomalie, c'est quoi? Par exemple, on va avoir un client qui souscrit à un abonnement de 600 kW, alors qu'il ne consomme même pas 100 kW. Les économies enregistrées vont aider à investir dans d'autres secteurs d'activité. Le chef de l'État nous a assigné à l'AME, à travers le ministère de l'Énergie et du développement des énergies renouvelables, de pouvoir réduire cette dépense d'électricité d'environ de 3 milliards par an. L'audit dans l'administration centrale et dans les collectivités locales démarre en 2015. Après ce programme, il sera question d'une distribution de 3 millions de lampes à économie d'énergie sur l'ensemble du territoire national. Pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois et booster l'économie locale en Casamance, une foire interrégionale est ouverte en ce moment à Kolda. Des produits agroalimentaires, des produits artisanaux y sont exposés autour dans les stands avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Pour booster le concept du consommer local dans la Casamance naturelle, une foire interrégionale réunit en ce moment au CEDEPS de Kolda des PME, PMI venus des 4 coins des régions du sud-est et même au-delà. Différents produits locaux y sont exposés. L'adjoint au gouverneur chargé du développement qui a présidé l'ouverture officielle de la dite foire a invité les producteurs à accorder une large place à la qualité et à l'hygiène dans la fabrication de leurs produits. Il appelle aussi les populations de Kolda à faire sienne le consommer local. Le gouvernement du Sénégal accorde beaucoup d'importance sur le secteur de l'artisanat. Donc il nous faut relever le défi de la qualité, mais aussi de l'hygiène quand on parle d'agroalimentaire, de l'hygiène et du respect des normes internationales. J'ai bien aimé le concept de cette foire axée sur le consommation local. Il est bien heureux de voir aujourd'hui des artisans comme vous se rassembler pour faire la promotion des produits locaux, pour inviter les Sénégalais, pour inviter les Cordois, en tout cas pour inviter l'ensemble des parties prenantes à promouvoir ces produits, mais aussi à les consommer. Les organisateurs visent à travers la tenue de cette foire lutter contre la pauvreté, créer des emplois et booster l'économie locale. Il fallait vraiment de booster les produits locaux et faire la promotion du consommateur local. Sur le plan économique, ça pourra apporter beaucoup d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, avec ça, il y a des femmes qui vont gagner des revenus chaque jour pour leur ménage et créer des îles qui vont avoir des revenus et devenir des micro-industries et lutter contre la pauvreté. Les Koldois saluent la tenue de l'activité. Et surtout au moment où le président de la République demande aux gens de faire du consommer local, là que j'ai vu beaucoup aussi de produits locaux que les gens doivent aujourd'hui consommer pour au moins permettre aux Sénégalais de consommer ce qu'ils produisent. Je me réjouis que les transformateurs ou bien les artisans prennent leur courage en main, organiser une foire exposition de produits locaux. Ils souhaitent voir sa pérennisation.
Retour à Dakar, Enda Santé et FEV, comprenez par là frontière et vulnérabilité au VIH, élargissent leur combat. En plus du sida, ces ONG y ont inclus Ebola. Objectif, éviter une plus large propagation du virus, phénomène qu'avait connu le sida à l'époque. 8 pays d'Afrique ont pris part à cette 4e rencontre régionale d'Enda. Fatidien pour le compte-rendu. Ebola et sida, deux maladies, plusieurs similarités. Ainsi, le projet Frontières et vulnérabilité au VIH en Afrique de l'Ouest, FEV, intervient dans la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Au départ, dans la lutte contre le sida, il y avait que quelques pays qui étaient touchés. Certains pays avaient dit que ce n'était pas notre problème. C'est très loin, ça concerne l'Afrique et très rapidement, c'est devenu une épidémie mondiale. Deuxièmement, c'est une épidémie qui a progressé très rapidement. Il y a une forte stigmatisation et une discrimination des personnes qui sont touchées. Il se trouve que seulement Ebola a une fulgurance plus rapide et tous les pays ont pris peur. Il y a une panique générale et la réaction de la plupart des pays, c'était de se barricader. 7 pays de la CEDEAO se sont donné rendez-vous à Dakar. Ils misent sur la sensibilisation et le renforcement de capacité du personnel de santé, surtout dans les pays touchés. Nous allons faire le point sur ce qui a été déjà fait. Nous allons aussi échanger sur les meilleures pratiques et sur les meilleures stratégies pour faire face à la double problématique de santé que nous avons, maintenir le niveau de la lutte contre le sida, mais également avoir une réponse puissante et robuste à l'épidémie à virus Ebola. Le projet FEV compte apporter son expérience et ses moyens pour une réponse intégrée VIH-Ebola. Pour les membres du projet, vaincre les épidémies nécessite l'implication de tous les acteurs. À présent, le dossier santé du jour qui porte sur l'avortement clandestin, une des premières causes de mortalité chez les femmes en Afrique, selon l'OMS. Au Sénégal, la pratique est assez courante. Elle touche en majorité les moins de 20 ans. Ces dernières tentent à se débarrasser de leur grossesse non désirée par peur de représailles. Seulement, les conséquences sont lourdes. C'est donc le dossier du jour. Il est signé Fatou Kinedem, Tierno Laurent Mendy et Adama Gueye. Et pourtant, l'accident arrive, quelquefois des grossesses qui ne procurent aucune joie, souvent pas annoncées, encore moins fêtées. Certaines n'arriveront jamais à terme. Par honte ou par peur d'être rejetées, beaucoup tentent de s'en débarrasser. Ce n'est pas la peine de chasser la fille de la maison. Si on est enceinte, le mieux c'est de garder son enfant. La pharmacie, une des voies de recours. Seulement, ici, la vigilance et le counseling sont de mise. Il m'est arrivé de recevoir des jeunes filles désemparées qui me parlent de grossesse à interrompre. Et je leur dis toujours, en officine, nous n'avons pas ça. Mais nous sommes quand même des acteurs de santé publique. Et nous sommes tenus de faire un counseling pour bien les orienter vers les structures nécessaires. À en croire les spécialistes, on interrompt une grossesse dans des cas bien précis. C'est le cas d'une femme qui porte une cardiopathie sévère, c'est-à-dire une maladie du cœur sévère, tellement sévère que cette femme ne pourra pas supporter l'évolution ou l'issue d'une grossesse. On n'agit que s'il n'y a pas de grossesse. En cas de grossesse, le ne peut rien faire. Donc le n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour interrompre une grossesse. Cette pratique est pourtant bannie par plusieurs religions, dont l'islam. Vouloir avorter est un péché, je dirais même un double péché. Les conséquences liées à l'avortement sont multiples, pire lorsque cela se fait de manière clandestine. Quand c'est un avortement provoqué, souvent la particularité c'est que le saignement est très important. Et c'est certainement qui est très important, qui menace rapidement la vie de la femme parce qu'il peut s'installer rapidement un état de choc où la femme peut décéder rapidement si ce n'est pas bien pris en charge. Mais ça peut être lié aussi à une infection qui a tellement malmené l'utérus qu'on est obligé aussi de l'enlever. Dans la plupart des cas, les médecins sont au banc des accusés à tort ou à raison. En tant que médecin, déjà, il faut prouver que la vie de la mère est menacée. Pour ce faire, il y a l'ordre qui doit désigner le médecin. Et je crois qu'il y a l'avis de 2 médecins même qu'il faut faire pour effectivement que la vie de la mère est en jeu.
L'avortement clandestin est l'une des causes de mortalité maternelle en Afrique selon l'OMS, une pratique courante au Sénégal. Les moins de 20 ans sont les plus concernés, d'où l'urgence de sensibiliser davantage. Le Sénégal finit en beauté les éliminatoires de la CAN 2015. Les Lions ont battu hier le Botswana 3-0. Début signé Karamboy, Papis Cissé et Moussa Sow. Une victoire qui booste la confiance à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Guinée équatoriale. Compte rendu signé Abdulaziz Khan et Mor Harma. Conclure en beauté et se représenter en baroud d'honneur au public de Léopold Sédar Senghor, tels sont entre autres les principaux objectifs des Lions pour ce Sénégal-Botswana. Pour ce dernier match des qualifications, Giresse opère 6 changements par rapport à la rencontre de samedi contre l'Égypte. Son objectif est clair, impliquer au maximum son groupe. Si l'entame de match est timide, les Lions vont faire la différence sur coup de pied arrêté. Le tandem Koulidio-Karambot se propose après une première tentative avortée sur coup franc. Le duo n'en démord pas et s'illustre sur corner. Le coup de poing du milieu de l'Éventé est déposé sur la tête du défenseur de Genk. Kara et Kouli, deux joueurs qui tendent à devenir des piliers dans leur secteur respectif. Je suis content de marquer mon premier but en équipe nationale. C'était un match important même si on était déjà qualifié. Il fallait terminer sur une bonne note, on l'a fait. Donc, alhamdoulilah, il faut continuer le travail. Pour l'instant, nous, on va y aller étape par étape. Là, ça y est, on s'est qualifié. Maintenant, il faut penser à la préparation, premièrement, et après on ira petit à petit. Je crois qu'on va prendre les choses comme elles viennent. On va essayer d'aller match par match. Après la relation défense-milieu, place à la cohésion en attaque. Moussa Sow déborde sur le côté droit et centre pour Papis Cissé qui inscrit son premier but dans ses qualifications. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Lions ne poussent pas. Il faut alors attendre une nouvelle offrande de Koulidio pour voir les filets trembler à nouveau. Sur corner, il distille sa troisième passe décisive dans ses qualifications à Moussa Sow qui, comme Papis Cissé, ouvre son compte but dans cette phase. Ça fait du bien de jouer, ça fait du bien de marquer, ça fait du bien de faire marquer Papis aussi. Donc soit je suis content, mais je suis surtout content de la qualification, c'est le plus important, et le collectif. Ça fait énormément plaisir, c'est vrai que retrouver son public comme ça qui nous encourage. Aujourd'hui, comme d'habitude, tout n'a pas été parfait, mais ils étaient là derrière nous et je pense qu'ils sont vraiment contents de nous. L'essentiel est donc assuré. Les Lions ferment ce chapitre de qualification en terminant à la deuxième place. Le prochain, qui se déroulera en Guinée équatoriale, pourrait ressembler à du déjà-vu, sauf si les Lions se révoltent pour écrire leur propre histoire. Et vous ne pensez pas si bien dire, Abdelaziz, puisque les Lions n'ont justement pas oublié le fiasco de la CAN 2012 en Guinée équatoriale. Pour ce retour en 2015, ils sont déterminés et veulent laver l'affront. Nous écoutons les réactions recueillies à ce propos, toujours au micro de nos reporters, Abdelaziz Khan et Mor Harma. Guinée équatoriale et c'est vrai qu'on a envie de faire bonne figure là-bas, pas faire comme en 2012. Voilà, c'est vrai qu'on a envie de tourner cette page de bataille qui s'est très mal passée. On n'a pas envie de refaire la même chose et Inch'Allah avec l'aide d'Allah on va faire quelque chose de bien. On aura le temps d'y réfléchir. Maintenant c'est vrai qu'on a eu l'expérience de cette première CAN. Il va falloir en tirer les enseignements et pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, on sait bien ce que nous attend parce que ce ne sera pas facile, mais on ira là-bas avec les ambitions de faire quelque chose. Avec confiance, je pense qu'on a montré qu'on avait des qualités et qu'on pouvait bien figurer dans cette CAN et aller loin. Pour cette dernière journée des qualifications, le Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la RD Congo sont parvenus à se qualifier. La surprise du chef vient de l'élimination du Nigeria. On fait le point avec Abdulaziz Khan. C'est la sensation dans cette dernière journée des qualifications à la CAN. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, n'ira pas en Guinée équatoriale pour défendre sa couronne. Les Super Eagles ont été tenus en échec par l'Afrique du Sud sur le score de 2 buts partout, insuffisant car dans le même temps, le Congo a battu le Soudan et donc subtilisé la deuxième place au Nigeria. La Côte d'Ivoire, elle, sera du rendez-vous. Le nul à domicile contre le Cameroun permet aux éléphants de garder la deuxième place du groupe D. Un groupe D qui compte 3 qualifiés car en plus du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, la RD Congo est
aussi obtient son ticket puisqu'il est classé meilleur troisième. Indécis jusque dans cette dernière journée, le groupe E a enfin livré son verdict et ce sont le Ghana et la Guinée les heureux élus. Les Black Stars ont battu le Togo sur le score de 3-1 alors que le Syrie a dominé l'Ouganda. Le Mali a lui aussi composté son billet dans le groupe B. Les Aigles ont battu l'Algérie, infligeant au passage leur première défaite au Fennec. Abdulaziz Khan, merci. C'est le dernier élément de ce journal. Merci Sarah Cissé. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et à très bientôt. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Au revoir à toutes et à tous.